Merci. Donc, mesdames et messieurs, le membre de jury, je vous remercie de l'attention que vous portez à ce travail qui consiste en l'évaluation environnementale du système alimentaire de territoire et de leur processus de reterritorialisation. Avant que je commence, est-ce que le son, ça vous convient comme ça? Je baisse un peu? Non, c'est bon. Pour commencer, je vais d'abord présenter le contexte lié à la reterritorialisation et à l'évaluation de son impact, ce qui nous ramènera à adapter la méthodologie de cycle de vie territorial et à l'appliquer à deux terrains d'études, un par un, et voir quelles sont ses conséquences environnementales, et on discutera par la suite les résultats. Pour commencer, il faut rappeler que la seconde moitié du XXe siècle a profondément modifié nos modes de production et consommation par l'industrialisation et la mondialisation de l'agriculture, ce qui a mené vers une rupture de lien entre les producteurs et les consommateurs et qui a mené vers une explosion du commerce alimentaire international, comme vous voyez sur cette illustration des importations européennes. Cette réorganisation de système alimentaire a eu des répercussions sur les paysages et surtout sur l'environnement. Donc, le système alimentaire, qu'est-ce que c'est? Il englobe non seulement la production agricole, mais aussi le transport, la transformation, la distribution, la consommation et les déchets, qui sont responsables jusqu'à 37% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, qui contribuent également à la dégradation des écosystèmes, à la perte de leur biodiversité et à l'épuisement des ressources. Il devient ainsi important d'intervenir sur ce système afin d'atteindre les objectifs environnementaux tels que la neutralité carbone. Le secteur agricole, il est d'autant plus intéressant qu'il offre de nombreux services écosystémiques, ce qui en fait une solution potentielle à la crise climatique. Pour remédier à cela, on observe une augmentation des initiatives en faveur de systèmes alimentaires territorialisés en tant qu'une opposition au système globalisé, en tant qu'une alternative plus durable. Donc, ce qui englobe aujourd'hui le terme de la reterritorialisation, donc ce qui implique une gestion localisée ou territorialisée de l'alimentation par les pouvoirs publics et souvent d'une manière plus durable. Donc, les toutes premières initiatives de l'alimentation locale, c'était plutôt des mouvements bottom-up, tels que les AMAP à la fin du XXe siècle. Progressivement, les collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les EPCI, les métropoles, s'approprient ces démarches et les incluent dans leur stratégie territoriale, à la fois pour répondre à différentes crises, mais aussi car leurs compétences en charge du développement économique, de l'aménagement, leur permettent de façonner le système alimentaire de leur territoire. La France fait partie des pionniers en matière d'incitation institutionnelle à la reterritorialisation, et cela notamment grâce au récent développement des projets alimentaires territoriaux, ou des PAT. Les PAT, qu'est-ce que c'est? Donc, il s'agit des projets volontaires établis par la loi d'avenir de 2014 qui sont majoritairement menés par les collectivités territoriales et dont l'objectif est de rapprocher les acteurs agroalimentaires de territoire et de les rendre plus durables. Donc, les différentes actions incluent la protection de terres agricoles, le soutien aux pratiques agroécologiques ou encore l'approvisionnement durable dans les cantines. Si on présume que ces projets fournissent des bénéfices environnementaux, on en sait aujourd'hui très peu sur la contribution de ces projets à la transition écologique. Ainsi, notre principale question de recherche, c'est comment ce type de projet contribue-t-il à la transition écologique et comment l'évaluer? Aujourd'hui, les études sur ces sujets sont plutôt rares, et notamment en géographie, et se focalisent sur la comparaison des circuits longs et des circuits courts. Donc, si on
pense souvent que les circuits courts ont des avantages environnementaux, les études sur ces sujets montrent plutôt que les circuits longs peuvent émettre moins d'émissions et utiliser moins d'énergie que les circuits courts. Il a par exemple été prouvé qu'un agneau élevé en Allemagne et transporté par camionnette et consommé en Allemagne pollue autant qu'un agneau importé de Nouvelle-Zélande, et c'est là grâce à l'optimisation et aux économies d'échelle. Ces études se concentrent toutefois que sur la partie de transport, et les PAT incluent aujourd'hui et agissent sur l'ensemble de maillons de systèmes alimentaires, ce qui implique un réel besoin d'une évaluation plus globale. Donc, les méthodes plus générales évaluant les stratégies alimentaires de territoire existent, mais elles sont plutôt partielles en se basant surtout sur les indicateurs de suivi, tels que le pourcentage de surface agricole en agriculture biologique. Soit ils se basent sur les indicateurs très localisés, comme les résidus de pesticides, soit sur le bilan de carbone. Cela implique une nécessité d'avoir une évaluation plus systémique, multicritère et incluant les impacts indirects aussi, donc c'est-à-dire ceux qui ne sont pas visibles à l'échelle de territoire. À ce titre, dans la littérature, l'analyse de cycle de vie, ce qu'on appelle aussi l'ACV, est une méthode systémique qui est internationalement reconnue et robuste et qui est largement utilisée dans l'évaluation de systèmes agroalimentaires. La méthode évalue l'impact d'un produit ou d'un service tout au long de son cycle de vie en modélisant les effets sur l'environnement par ce qu'on appelle une unité fonctionnelle, c'est-à-dire par exemple 1 kilo, 1 litre de produit. Elle consiste en 4 étapes. Donc, la toute première étape, on définit le périmètre et l'objectif. Ça peut être par exemple établir l'impact de 1 kilo de tomates. Dans la deuxième phase, on va faire un inventaire de l'ensemble des entrées et des sorties tout au long du cycle de vie de cette production. Donc, ça va être, par exemple, les entrants, le sol, le terre, les infrastructures utilisées pour la production de ces tomates. Et dans la troisième phase, l'ensemble de ces flux vont être traduits en impacts environnementaux associés, tels que le changement climatique, la pollution d'air, etc. Et dans la dernière partie d'interprétation, on va définir quelles sont les étapes de vie ou les activités qui génèrent les plus d'impact, comme par exemple le chauffage sous serre, etc. Ce qui fait de l'ACV un outil d'aide à la décision, et c'est là aussi pour les politiques publiques. Toutefois, cette méthode de base est basée sur une homogénéité spatiale, évaluant l'impact des produits et non des territoires. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui de nombreux chercheurs qui visent à spatialiser ou territorialiser cette méthode. Donc, parmi ces différentes adaptations, la méthode connue sous l'analyse de cycle de vie territoriale est l'une des méthodes les plus complètes qui a été développée par Éléonore Loiseau, qui me fait l'honneur d'être dans ce jury. Et cette méthode évalue l'impact de l'ensemble des activités de territoire, définissant ainsi son éco-efficacité et permettant de spatialiser et définir les activités qui génèrent le plus d'impact sur le territoire. Cette méthode n'a pas pour l'instant été utilisée pour une évaluation de systèmes alimentaires territoriaux, et c'est là où il commence mon travail de thèse en proposant une série d'adaptations méthodologiques pour pouvoir utiliser cette méthode pour évaluer les systèmes alimentaires de territoire et d'évaluer les effets de la reterritorialisation. Tout d'abord, nous avons commencé en adaptant le périmètre de notre travail, ce qui consiste en système alimentaire de territoire qui est défini par les frontières administratives et géographiques. Cela implique un recensement de toutes les activités en lien avec l'agriculture et l'alimentation. Donc, cela inclut la production agricole locale, donc y compris les cultures et l'élevage, la production agroalimentaire, donc c'est-à-dire les usines de transformation et de distribution et leur consommation énergétique. Pour la partie des transports, cela implique le transport des agriculteurs locaux et les kilomètres parcourus par les consommateurs pour effectuer leurs courses alimentaires. Et dernièrement, cela implique les flux alimentaires importés pour la consommation de ménage. Donc, c'est là pour les produits d'origine végétale, animale, les produits ultra transformés, les boissons, etc.
Il s'ensuit une collecte de données relativement conséquente caractérisant l'ensemble de ces activités. Donc, pour exemple, pour les données agricoles, pour avoir le volume de la production de territoire, on se base sur RPG, mais aussi sur les données d'Agrest. Concernant l'industrie, on s'est basé notamment sur la base de données Sirène, mais aussi sur les bases de données contenant l'énergie, la consommation énergétique. Par exemple, pour la consommation, on se base sur une extrapolation de la base de données sur la consommation de ménages qui s'appelle 1K3 et qui caractérise les habitudes alimentaires des Français pour chaque grande région française. Ensuite, pour calculer l'impact de ces activités tout au long de leur cycle de vie, elles vont être reliées aux inventaires de cycles de vie existants, tels que Agrobalise ou EcoInvent, ce qui permet d'inclure dans leur périmètre différents entrées, tels que l'irrigation, l'utilisation des intrants, des pesticides, le chauffage, les machines, les infrastructures, etc. Donc, grâce à cette approche plutôt globale, on pourra identifier quelles sont les activités sur le territoire qui génèrent le plus d'impact, quelles sont les sources d'impact les plus profondes, et aussi de voir est-ce que les dispositifs tels que les PAT permettent d'agir ou transformer l'ensemble de ces impacts. Cette approche est holistique, ou peut être considérée holistique à plusieurs égards. D'abord, parce qu'il considère le territoire dans sa globalité, donc incluant les acteurs alternatifs conventionnels, les circuits courts, les circuits longs. Et deuxièmement, parce qu'il évalue l'impact sur l'ensemble de ces systèmes et l'impact multicritère, donc en évaluant également l'impact des produits importés ou des intrants importés. Parallèlement, nous développons 3 adaptations supplémentaires à la méthodologie pour que ça soit plus adapté à l'évaluation de reterritorialisation. Donc d'abord parce que l'ACV a été d'abord utilisée pour évaluer l'impact des produits qui ont une seule fonction, souvent plusieurs. Et les territoires est plutôt un sujet multifonctionnel, donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'évaluer quelles sont les fonctionnalités ou les services rendus par le territoire. Donc en se basant sur les cadres d'ACVT, nous proposons plusieurs fonctions environnementales, économiques et sociétales, telles que par exemple la nourriture produite ou l'emploi agroalimentaire. Deuxièmement, nous estimons ce qu'on appelle les flux intraterritoriaux. Donc, il s'agit des flux qui sont à la fois produits et à la fois consommés sur le territoire afin d'éviter leur double comptage. Et dernièrement, nous réalisons une série d'analyses de sensibilité afin d'étudier l'incertitude de notre modèle, bien que ces derniers ne soient pas détaillés dans cette présentation compte tenu du temps imparti. Lors de la phase de l'évaluation, nous modélisons l'impact de ces différentes activités territoriales sur 16 indicateurs environnementaux en utilisant la méthode EF et RSIP. Donc, il s'agit des indicateurs qu'on peut classer dans 3 grandes catégories. Donc, le premier, c'est ceux qui agissent sur la santé humaine. Donc, par exemple, les particules, la toxicité, radiation ou encore le changement climatique. Deuxième, c'est ceux qui agissent sur les écosystèmes et leur biodiversité. C'est acidification, eutrophisation, écotoxicité également. Et dernière catégorie, ceux qui agissent sur l'épuisement des ressources, que ce soit les ressources biotiques, abiotiques c'était plutôt là, mais abiotiques notamment fossiles et minérales. Donc, cette méthode peut par la suite être utilisée à 3 finalités principales. Premier, c'est un diagnostic de système alimentaire de territoire. Deuxième, c'est une évaluation ex post de l'ensemble d'effets de différentes stratégies territoriales. Et troisième, c'est une prospective. Donc, on a testé l'ensemble de ces applications et les résultats ont été valorisés via 3 articles scientifiques qui sont soit publiés, soit en revue. Pour également tester l'ensemble de ces applications, on a utilisé 2 territoires tests donc, qui contiennent de différentes échelles spatiales. L'idée, c'était de tester la validité de la méthodologie et pas comparer ces 2 terrains qui sont extrêmement variés.
Pour commencer, nous avons choisi la commune de Mouansartou, qui est engagée dans les politiques de reterritorialisation depuis de longues années et qui est réputée pour la mise en place de ces politiques. C'est une petite commune urbaine du sud-est de la France et ces politiques alimentaires locales qui datent déjà des années 90 ont permis d'approvisionner ces cantines scolaires en alimentation 100% bio, locale et aussi plus végétale. En 2016, la ville a créé un service entièrement dédié à ces politiques alimentaires qui s'appelle la MEAT et qui est aujourd'hui porteuse du PAT, ce qui a fait accélérer les politiques de reterritorialisation, par exemple en encourageant l'installation agricole ou en sensibilisant les acteurs locaux à l'alimentation durable. Donc, pour ces territoires, on a testé deux usages de la méthodologie. Donc, d'abord le diagnostic et ensuite l'évaluation des effets de leur PAT. Donc, on va commencer par le premier. Donc, pour d'abord analyser ces territoires, il a fallu faire une récolte de données assez importante sur l'ensemble de production et consommation sur les territoires. Donc, ces derniers révèlent que le potentiel nourricier du territoire, ou son autonomie potentielle, est relativement faible, ou plutôt très faible, donc qui se situe autour de 1% et il va jusqu'à 5% pour les fruits et légumes. L'ensemble ou une très grosse partie de cette production est commercialisée en circuit court, voire ultra court. En ce qui concerne la multifonctionnalité de territoire, donc les fonctions de territoire montrent des fonctions plutôt élevées, voire parfaites pour l'environnement, parce que notamment en termes de protection de biodiversité agricole sur les exploitations existantes, et plutôt élevées pour les fonctions sociétales grâce à une offre élevée en produits bio et local. En revanche, les fonctions économiques peuvent être considérées plutôt basses, dues à un faible présence de l'agriculture sur le territoire. Ces caractéristiques de territoire conditionnent bien évidemment l'impact des différentes activités territoriales, donc qu'on voit ici, et on a modélisé leur impact sur nos 16 indicateurs environnementaux. Ici, un abscisse de la figure. Ce qu'on voit ici, c'est que les produits importés génèrent plus de 90% de l'impact qui est généré par ces systèmes alimentaires, ce qui n'est pas vraiment étonnant compte tenu de caractéristiques de territoire très urbains et peu agricoles. Pourtant, il y a beaucoup de PAT aujourd'hui avec des profils similaires, très urbains, qui mettent en place des PAT et qui se concentrent souvent uniquement sur les effets environnementaux très locaux, ce qui implique qu'ils ignorent potentiellement 90% de l'impact dont ils sont responsables. Après cette première analyse plutôt globale, on peut aller plus en détail et regarder quelles sont les sources d'impact plus précises pour chaque indicateur, ce qui permettra de donner des indications un peu plus précises sur quelles sont les actions qu'on peut mener pour les diminuer. Donc, on peut choisir l'exemple de l'indicateur de changement climatique. Et sur cette figure, on peut observer la contribution de différentes activités territoriales et les sources d'impact plus profondes en pourcentage absolu. Donc, on y voit que les activités telles que l'importation et la production de produits laitiers, de viande rouge et produits ultra-transformés ressortent comme des activités majeures générant l'impact. C'est finalement quelque chose qu'on pourrait retrouver pour beaucoup d'autres indicateurs qu'on a pu modéliser. Ce qui diffère, ce sont surtout les sources d'impact plus profondes. Donc, sur l'exemple de changement climatique, donc il s'agit notamment du méthane produit par les animaux. Donc, ce qui permet finalement de se dire, si on souhaite diminuer l'impact, quelles sont les actions les plus efficaces qu'on pourrait mener ? Or, on voit sur ça que l'essentiel de ces impacts est généré en dehors de la commune. Donc, on a vu que la source majeure d'impact, c'est notamment la viande, qui aujourd'hui est pas produite sur le territoire. Et même dans les départements des Alpes-Maritimes, où se situe la commune, on en produit de très faibles quantités, qui correspondent à moins de 5% de la demande. Et donc, l'essentiel de cette viande est soit importée de d'autres régions françaises, soit d'autres pays européens, c'est qui est notamment l'Italie, en se situant à plusieurs milliers de tonnes par an. Donc, ce qui fait que la consommation à Mouansartou génère des impacts, des empreintes carbone dans ces pays voisins. Donc, cette visualisation géographique relativement simplifiée permet sert à visualiser notamment l'étendue des conséquences environnementales des systèmes basés sur les importations qui contribuent aux enjeux environnementaux d'autres territoires.
Donc, la question que vous posez peut-être à ces points-là, c'est comment le PAT est venu agir sur ces impacts. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une approche pour l'évaluer, de nouveau en se basant sur la méthode d'ACVT. Donc, pour les faire, on a appliqué cette analyse de l'ensemble du territoire avant et après la mise en place de leur PAT en période de 5 ans. Il n'existe pas aujourd'hui des données pour caractériser les changements qui ont eu lieu et c'est pour ça qu'on est allé interroger les acteurs de territoire, donc les agriculteurs, les gestionnaires de points de vente et un échantillon représentatif de la population en termes de leur âge et catégories socio-professionnelles. Donc, on les a questionnés sur l'évolution de leurs pratiques pendant cette période, mais aussi sur leur implication dans le PAT. Tout d'abord, notre enquête de terrain révèle que pour les agriculteurs, il y a en termes d'approvisionnement et de circuits courts, il n'y a rien qui a évolué. Donc, depuis toujours, ils commercialisent leur production en circuits ultra courts, donc qui sont commercialisés largement sur la commune, qu'on voit ici sur la rouge, ou dans les communes limitrophes, et notamment dans les magasins bio et locaux. Il n'y a aucun nouvel agriculteur qui ne s'est installé sur la commune produisant des denrées agricoles. La production agricole a légèrement augmenté, mais d'une manière peu significative. Ce qui a pourtant changé, c'est des évolutions, c'est des pratiques au champ. Il y en a une partie des productions agricoles qui a été convertie en agriculture biologique. Concernant la distribution alimentaire, on note d'abord une surreprésentation des magasins biologiques et locaux, les points de vente en circuit court qui sont largement supérieurs à par rapport à ce qu'on voit à l'échelle nationale. Quand les questions sur l'évolution de leurs pratiques, ils évoquent être peu influencés par les pratiques ou par le PAT, c'est qu'ils évoquent plutôt qu'ils sont plutôt influencés par la pression de la clientèle locale qui demande des produits plus durables, ce qui a par exemple mené vers une augmentation d'énergie renouvelable pour certains magasins. Même si ces évolutions peuvent sembler plutôt marginales pour les producteurs et pour les consommateurs, concernant la population locale qu'on a pu interroger, il y a plus que la moitié à changer leurs habitudes alimentaires seulement en 5 ans, en produisant moins de produits, consommant moins de produits carnés et ultra transformés et consommant plus de produits bio, locaux, de saison, etc. Presque la moitié a diminué leur gaspillage alimentaire et 14% des participants ont même changé leur mode de transport pour aller au magasin, optant pour le vélo ou la marche à pied au lieu de la voiture. En termes de leurs habitudes alimentaires, le changement les plus prononcés est un transfert vers des consommateurs de viande modérée, qui étaient majoritaires dans notre échantillon. Et aujourd'hui, il s'agit des consommateurs de viande plutôt occasionnels. Là, même si on peut dire, bien sûr, ces changements ne peuvent pas être attribués au PAT ou à la commune, c'est qu'on remarque cependant, en comparant notre échantillon local avec les évolutions nationales, on observe des différences assez importantes dans l'échantillon. Par exemple, en termes de la consommation des produits ultra transformés, on remarque que ces derniers a diminué de 30% dans notre échantillon, alors qu'à l'échelle nationale, cette consommation augmente. En plus de ça, 2 tiers des participants déclarent être influencés par les politiques locales et les participants qui ont été impliqués sous certaines formes dans le PAT ont eu plus de tendance de changer leur comportement, allant de 2 à 3 fois plus de chances. L'ensemble de ces changements que je viens de décrire ont mené vers une diminution d'impact entre ces 2 périodes pour les 4 indicateurs que nous avons sélectionnés à approfondir. Donc, cette diminution d'impact va jusqu'à 19% pour l'indicateur de l'usage de sol, 18% pour le changement climatique, ce qui provient notamment de changements de régime alimentaire et notamment la diminution de consommation de viande rouge et des produits ultra transformés. Cela s'est traduit par une réduction de plusieurs milliers, voire millions de litres d'eau, de kilos de pétrole, de sol et aussi de CO2. À titre d'exemple, la réduction de CO2 équivaut d'une voiture effectuant plus de 18 millions de kilomètres. En se concentrant maintenant sur les circuits courts de territoire qui sont aujourd'hui évoqués comme l'élément clé de la réduction d'impact des systèmes localisés, on a essayé de comparer
le circuit court ou le transport des agriculteurs locaux avec les circuits conventionnels et pour ces deux indicateurs. Et on y voit que les circuits courts de territoire ne sont pas plus environnementalement efficaces que les circuits longs. Donc pour l'indicateur de changement climatique, dans leur globalité, ils génèrent même plus d'impact et cet impact est similaire pour l'indicateur de ressources fossiles. Ce qui est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau dans la recherche sur les circuits courts. Ce qui est nouveau, grâce à notre travail, c'est que l'ensemble de ces circuits constitue moins de 0,1% de l'ensemble d'impact de système alimentaire de territoire, ce qui soulève la question, est-ce qu'il faut se focaliser sur l'impact de ces circuits plutôt que d'agir sur d'autres activités qui peuvent produire des conséquences bien plus importantes, par exemple la consommation ou l'importation de certains produits ou encore même le transport des consommateurs pour aller au magasin. Pour conclure sur ces cas d'études, on a pu voir que notre approche basée sur l'analyse de cycle de vie a permis d'avoir une vision beaucoup plus exhaustive qu'avec les méthodes ou les indicateurs existants. Il a par exemple pu démontrer les conséquences environnementales d'une très grande dépendance aux importations qui produit des effets peu contrôlables dans les pays exportateurs. Et il a également pu montrer l'importance de considérer et d'évaluer les pratiques des habitants pour la planification écologique de territoire, et notamment pour les stratégies alimentaires. Pour maintenant changer échelle et tester ou valider la mise en place d'une méthodologie pour une zone beaucoup plus conséquente, on a choisi le cas du département de Finistère, qui est un grand territoire plutôt rural avec plus de 900 000 habitants, où l'agriculture joue un rôle central dans l'économie, qui est plutôt axée sur l'élevage et l'élevage du porc, de la pêche aussi, la volaille et la production de lait de vache. Donc l'ensemble de ces secteurs, depuis ces 5 ans derniers, ont connu une industrialisation assez importante, ce qui se manifeste par une augmentation de la taille moyenne des exploitations, tandis que le nombre de fermes a chuté de presque 40 000 à 6 000. Donc cette industrialisation génère des enjeux locaux environnementaux, notamment les excès de nutriments dans les sols et dans les eaux. Parallèlement, il s'agit de départements qui est assez pionnier en termes de mise en place de PAT. C'est parmi les premiers PAT départementaux et il met en place des politiques en faveur de circuits courts et des pratiques plus durables. Pour ce territoire, c'est qu'on a testé ces 2 autres applications de la méthodologie, donc d'abord également un diagnostic, et ensuite on a testé la mise en place de prospectives via notre méthodologie. Donc commençons par le premier. Donc pareil, comme Sartou, on peut observer le même tableau. On voit ici que la production locale correspond ou répond largement aux besoins alimentaires de territoire. Donc, pour certaines filières comme la filière porcine ou la pêche, la production dépasse 1000 ou 2000% les besoins locaux. Pourtant, il n'y a qu'une minorité de cette production qui est commercialisée en circuit court. Et de même, en termes de consommation des ménages, il n'y a qu'une petite partie qui provient de ces circuits courts, mis à part de certaines filières comme le porc, qui est assez exceptionnel. En termes de la multifonctionnalité de territoire, ici, on observe que les fonctions économiques sont plutôt bien, plutôt élevées, notamment grâce à la préservation de terres agricoles et des emplois agroalimentaires. Pourtant, ceci génère des effets néfastes sur l'environnement local. Ici, concernant la contribution de différentes activités territoriales sur ces indicateurs, on observe que l'agriculture locale est une source majeure de cet impact, allant jusqu'à 77%. Dedans, on voit que l'essentiel de cet impact provient de circuits longs et finalement la production destinée pour les circuits courts, donc ce qui est un vert comme ça, et c'est très faible, et d'autres activités aussi, c'est un peu moins faible. Malgré cela, on voit que l'importation des produits ou les produits alimentaires importés génère un impact non négligeable, allant jusqu'à 50% pour l'indicateur de la consommation d'eau. Encore une fois, on peut aller plus en détail et regarder les différentes sources d'impact plus profondes. Donc, choisissons maintenant l'indicateur de ressources fossiles. Sur cette graphique, on voit la contribution des différentes activités en termes de leur pourcentage absolu encore. On voit que les activités qui génèrent le plus d'impact, bon, ça va être notamment l'élevage et la pêche.
C'est de nouveau quelque chose qu'on retrouve pour beaucoup d'indicateurs environnementaux sur le territoire. Ici, en termes de sources plus profondes, il s'agit surtout de la combustion de diesel, l'utilisation de gaz dans les supermarchés, mais aussi à la ferme, la fabrication des engrais, le transport, l'emballage alimentaire, c'est qui souligne finalement l'impact d'une forte industrialisation de notre alimentation. Donc, bien évidemment que l'agriculture aujourd'hui est une source importante sur les territoires, mais malgré cela, l'ensemble de ces combustibles fossiles, ainsi que d'autres intrants agricoles, sont aujourd'hui importés dans le territoire. Donc, si on regarde l'exemple de pétrole brut, utilisé tout au long de la chaîne alimentaire à Finistère et aussi étant responsable de multiples impacts, il est quasiment entièrement importé en France et de nouveau produisant des externalités environnementales liées à son extraction et à son transport dans les pays exportateurs. Donc, la question qu'on se pose ici de nouveau, c'est comment peut-on réduire ces effets? Donc, pour ça, on a essayé la mise en place de la prospective via notre méthode. On a créé un seul scénario exploratoire basé sur 5 stratégies. Donc, ces stratégies ont été choisies en se basant sur les scénarios prospectifs existants, tels que, par exemple, AFTER, scénario TIFA de l'IDRI, ou encore le scénario de transition de l'ADEME 2050, qui sont plutôt menés à l'échelle nationale, voire internationale. Donc, ces 5 stratégies incluent la mise en place de agroécologie, c'est-à-dire convertir une partie de la production locale en agriculture biologique, agriculture extensive, accompagnée d'une réduction de cheptel. Deuxième stratégie inclut le changement de régime alimentaire, donc, notamment en diminuant les produits ultra-transformés et d'origine carnée et augmentant les produits végétaux et frais. Troisième stratégie inclut la diminution d'énergie d'industrie agroalimentaire, suivie par la stratégie de réduction de gaspillage alimentaire. Et finalement, la dernière stratégie modélise la relocalisation d'une partie de production destinée à l'export. Donc, chaque stratégie a été testée individuellement pour estimer son impact respectif et le scénario global inclut l'ensemble de ces stratégies et leurs interactions. Les résultats montrent une réduction positive pour l'ensemble des indicateurs modélisés et l'ensemble de stratégies. Donc, la réduction la plus conséquente provient notamment de la stratégie d'agroécologie, qui finalement, on sait qu'il n'est pas de nouveau étonnant parce que si on revient à la à la figure précédente, on voit que l'agriculture consomme l'essentiel de l'impact sur le territoire et ainsi a un effet déterminant sur sa réduction. Malgré cela, la stratégie de relocalisation et les changements de régime alimentaire ont un impact non négligeable et un potentiel assez intéressant. Et les 2 stratégies restantes ont des effets plutôt marginaux. Ce qu'il faut noter, c'est que la stratégie de relocalisation ne diminue pas l'impact parce qu'on avait diminué des kilomètres alimentaires, mais parce qu'on a supprimé les flux alimentaires importés, ce qui fait que cette diminution peut être considérée artificielle parce qu'elle peut augmenter l'impact sur un autre territoire et compenser la diminution de Finistère. Malgré ces stratégies considérées très ambitieuses, on voit que dans le scénario global, les diminutions ne répondent que partiellement aux objectifs régionaux ou nationaux. Par exemple, en termes de diminution des gaz à effet de serre, on se situe autour de 37%, ce qui n'est pas suffisant, ce qui ne répond pas aux objectifs de la stratégie de l'État ou de la région. L'application de ces méthodologies sur cet usage a ainsi permis d'avoir une vision à la fois plus globale, mais aussi plus précise, en montrant des mesures les plus efficaces pour réduire l'environnement, donc qui ont un impact significatif. Cela a par exemple pu montrer qu'une transformation plus en profondeur de modèle agricole local semble nécessaire. C'est qu'on ne retrouve finalement pas dans le plan d'action ou dans le PAT de Finistère, qui certes vise à mettre en place des pratiques plus responsables, mais qui ne questionnent pas le modèle agricole actuel sur le territoire. Donc pour nos 2 cas d'études, la mise en place de cette approche s'avère intéressant et assez pertinent pour l'évaluation de réterritorialisation. Il a pu être utilisé pour un diagnostic, pour l'évaluation et pour la prospective, et également être appliqué à différentes échelles
spatiale, donc ce qui prouve sa transposabilité. Et par contre, ce qu'il faut noter, c'est que cette approche qui vise à être systémique est à la fois un avantage, mais aussi une limite, parce que dès par son exhaustivité, l'approche s'appuie parfois sur des méthodes telles qu'une extrapolation de données, ce qui diminue la précision des résultats. De même, il y a un certain nombre de défis méthodologiques en termes de la modélisation des agroécosystèmes au sein de l'ACV, tels qu'une insuffisante modélisation de la biodiversité qui peuvent réduire la précision de nos résultats. Du point de vue conceptuel, nos travaux ont pu montrer une première confirmation quantitative et relativement exhaustive de la contribution de systèmes alimentaires ou de politiques alimentaires territoriales à la transition écologique. Donc, on peut étudier ces processus via la perspective multiniveau, ce qui est un cadre qui est souvent utilisé, souvent cité dans les études sur la transition. Donc, selon ces cadres, les transitions sont interprétées comme résultat des interactions de différents échelons, donc le paysage socio-technique, le régime dominant en place, donc c'est l'agriculture conventionnelle et mondialisée dans notre cas, et les niches, les innovations, donc qui sont plutôt de l'agriculture bio, les circuits courts pour les systèmes agroalimentaires. Et selon ces cadres, ces niches et ces innovations font de petit à petit exercent une pression sur les régimes dominants en place pour les transformer. Donc, ce qu'on observe dans notre cas des Montsartou, on observe que cette pression a été d'abord exercée par les autorités locales qui visent à promouvoir les niches d'alimentation comme leur projet politique et ce qui finalement vise à favoriser et à généraliser ces niches d'alimentation et d'agriculture au sein de régimes dominants, ce qui prouve finalement le rôle essentiel des acteurs publics locaux dans la transition écologique et notamment en lien avec l'alimentation. Donc, dernièrement, concernant les préconisations à partir de nos résultats, donc tout d'abord, comme ça a été déjà souligné par les géographes au début des années 2000, les collectivités territoriales possèdent un vaste nombre de compétences qui leur permettent de contribuer à la transition agroécologique dont ils doivent se saisir et aller plus loin qu'une simple valorisation des produits locaux, de la gestion des cantines scolaires. Bien que le volet environnemental de PAT ne cesse d'augmenter, pour que ces projets agissent réellement sur l'environnement, ils doivent aujourd'hui mettre plus d'accent sur l'agriculture qu'ils souhaitent développer, sur les régimes alimentaires des habitants et diminuer d'une manière plus exhaustive, en prenant en compte les entrants, leur dépendance aux importations. Ils doivent toutefois veiller à mettre un plan d'action adapté à ces sources d'impact territorial, qu'on a pu voir qu'elles peuvent être assez différentes selon le territoire, en mettant en place un diagnostic rétrospectif, prospectif, tel qu'on a pu mener. Pour conclure, l'approche holistique employée dans ce travail a permis de montrer le potentiel intéressant des politiques de reterritorialisation. Il montre en même temps que nos deux cas d'études demeure relativement ou assez largement basée sur les flux mondialisés et les alternatives y demeurent marginales. Ce qui prouve finalement, ou ce qui montre la nécessité d'étudier le territoire ou le système dans sa globalité, incluant également les acteurs conventionnels. Malgré cela, il faut noter que nos deux cas d'études sont relativement spécifiques, ce qui limite partiellement leur généralisation ou généralisation de nos résultats, et qu'une absence de données sur les approvisionnements a pu largement limiter ou restreindre les analyses qu'on aurait pu mener. Donc, ce qui ouvre en même temps des nouvelles perspectives de recherche dans un contexte où le conflit géopolitique et l'inflation ne font que accentuer le rôle de l'alimentation dans la planification territoriale. Donc, des nouveaux travaux peuvent ainsi accompagner ces dynamiques en modélisant mieux, en spatialisant les sources d'impact et les flux alimentaires, ou par exemple en incluant ou évaluant le concept de la résilience alimentaire au sein de territoires. Je vous remercie de votre attention. Merci Andrea pour
cette présentation riche et claire et qui reprend aussi, je pense, les remarques, je vais me les ramasser, bougez pas, les remarques déjà aussi des pré-rapporteurs. Et je vais donner la parole à vos deux